Voilà, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et merci à nos 3 intervenants, y compris ceux qui sont au bout du monde, ils vont l'expliquer. Voilà, donc on a aujourd'hui notre dernier TAP de l'année. On y reviendra en conclusion tout à l'heure. On va maintenant s'organiser pour les suivants pour l'année prochaine. Ça va se faire jeudi. Je rappelle que les sujets des témoignages ont été choisis, par les étudiants et qui ont donné tout un tas de listes d'idées et qui les ont priorisées. Celui-ci sur les parcours atypiques en fait partie avec Laurence, nous nous chargeons de trouver les alumni correspondant à ces thématiques et à monter ces interventions. Donc là, le format pour ceux qui n'ont pas participé au précédent, il est tout simple. Là, chaque intervenant intervient pendant 5-10 minutes, avec ou sans slide. Aujourd'hui, ça sera sans slide. On pose, après chaque intervention les questions, relatives à la présentation et on essaye de se donner du temps à la fin pour, un débat tous ensemble, pour des échanges entre, intervenants, sauf François qui va devoir nous quitter un peu plus vite aujourd'hui. J'y vais si on a le temps parce que sur les 2 précédentes éditions, on n'a pas réussi à tenir cette partie-là parce qu'il y a eu énormément de discussions, débats sur chacune des présentations. Voilà, donc je vous propose de démarrer. Oui, c'est marqué en bas là, on enregistre, on vous fournira après l'enregistrement des échanges. Donc Laurence, je te laisse, présenter le trio. Alors, on a un trio masculin ce soir. Donc, François, dont j'ai pas su dire s'il était scénariste comédien ou comédien scénariste. Donc, suivant les slides, c'est pas écrit dans le même ordre. Mais il va nous raconter tout ça, sachant qu'il est sorti diplômé de Centrale Lille en 2000. Ensuite, on aura Marc qui nous parlera de ses nombreuses expériences en ONG dans des pays assez multiples en tant que chef de délégation, qui est sorti de l'école en 99. Et puis, on terminera avec Pierre, beaucoup plus jeune, puisqu'il est diplômé 2019, qui a une jolie expérience d'entrepreneur maraîcher. Voilà. Et donc, comme effectivement, François a une petite contrainte guadeloupéenne, on va lui donner la parole en premier. Et François, ce qu'on aimerait, c'est que tu nous racontes en quelques mots, quelques minutes, ce parcours atypique. Qu'est-ce que fait un ingénieur Centrale Lille dans le monde de la comédie, de la radio, des séries télé, des pubs, etc. Voilà. Bonsoir à tous, il est 19h, c'est ça. Ouais. Donc là, moi, je profite d'une pause déj. Je suis en Guadeloupe, donc il est 13h10 ici. Je travaille, je suis en Guadeloupe, mais je travaille. C'est une formation à l'écriture de fiction radio. On en reparlera. Donc, qu'est-ce que je fais là-dedans? Je m'éclate. Je fais la vie que j'avais envie d'avoir, je crois, et auquel que je ne m'avouais pas. Donc, je me suis noté des trucs pour aller vite et puis qu'on échange surtout. Mais donc, moi, je suis promo 99-2000, comme vous a dit Laurence. Dès le départ, je pense qu'il y avait un truc qui déconnait, c'est-à-dire j'ai fait une année de césure à la fin de ma deuxième année pendant l'école, ce qui, je pense, est devenu très standard, mais qui à l'époque était, j'ai peut-être été le premier à l'école à le faire. En tout cas, j'avais dû le négocier avec la direction, ça n'a pas été simple. Donc, j'avais aucune envie de devenir, je pense, tout à fait ingénieur. Et je suis parti bosser pendant un an, entre la deuxième et la troisième année, dans une ONG, en l'occurrence, mais spécialisée dans la communication politique européenne. Et puis je suis revenu faire ma troisième année quand même. J'ai hésité à ne pas finir mes études. Et puis je suis quand même revenu, j'ai été diplômé en 2000. Donc en fait, j'ai connu les deux promos, la promo 99 et la promo 2000. Aujourd'hui, à l'autre bout, donc je suis devenu scénariste comédien. C'est-à-dire que je fais quoi? Ça veut dire que je suis d'abord comédien, donc je fais le petit comédien standard, quoi. Je fais beaucoup de théâtre, de la publicité, du cinéma, de la télé, de la formation aussi. Là, Laurence, ou je sais pas qui a préparé les slides, merci beaucoup. Elle a la gentillesse de mettre
des vignettes, de trucs qui ont un peu de visibilité, mais ça va de trucs totalement inconnus. On joue du théâtre devant 30 personnes dans des salles des fêtes, j'adore. Et puis des trucs des fois plus exposés, je sais pas, dans les trucs qui ont été très exposés, il y a, le plus exposé, c'est la pub. J'ai fait une pub tournée avec une certaine Maïwen d'ailleurs, sur la SNCF, donc vous m'avez peut-être vu dans des pubs de Maïwen, des choses comme ça. Et puis la vie est très marrante. Là, mi-juin, je tourne dans le spin-off comment ça s'appelle, Walking Dead, qui se tourne en France. Et donc, je vais tout apprendre sur cette série que je connais pas. Donc, je vais tourner dans une série américaine de zombies. C'est assez drôle. Voilà. Et je fais aussi beaucoup, c'est enfin le lien aussi avec les parcours atypiques. Je suis évidemment abonné au rôle d'expert, de médecin, de juriste, de notaire, d'avocat. Donc j'ai fait des séries dans Hippocrate, des choses comme ça, mais je fais souvent aussi des avocats et des choses comme ça. Par ailleurs, je suis aussi scénariste et ma spécialité, c'est un peu par hasard, c'est devenu un truc très pointu qui est l'écriture de fiction radio, des choses que vous devez sans doute pas ou peu connaître. Donc c'est de la fiction sonore pour notamment France Inter et France Culture. Ça a été très ringard pendant des dizaines d'années avec le déploiement du podcast. Ça redevient des trucs importants. Donc je fais des émissions voilà, sur affaires sensibles de France Inter, des choses comme ça. Mais c'est comme des émissions maintenant qui font 3-4 millions d'auditeurs. Donc c'est quand même des trucs assez exposés. Donc ça, c'était le début et la fin. Et entre les deux, mon parcours atypique, alors on est tous plus ou moins quoi, atypiques évidemment, mais les grandes étapes, ça a été la sortie de l'école. Donc je voulais pas être ingénieur. Je suis parti faire mon service militaire, oui messieurs, dames, j'ai fait mon service national. C'était aussi les derniers contingents. À une époque où quand on disait qu'on était ingénieur, il suffisait de dire qu'on voulait pas faire le service, on le faisait pas. Je suis parti un peu par hasard dans les services du Premier ministre, parce que j'avais une envie de politique. Donc j'ai bossé 4 ans dans les services du Premier ministre à faire d'abord du web, et puis ensuite j'ai fait de la com pure. Ensuite, j'ai parti en agence de communication parce que je voulais tâter du privé. J'ai détesté, j'ai pris 8 kilos en 8 mois. J'ai posé ma démission en me disant je vais pouvoir faire ce que je veux, c'est du théâtre. Puis en fait, j'ai été rattrapé, je suis reparti bosser 2 ans à la présidence de la République. Donc j'ai eu une grosse expérience de communication politique. Et puis en parallèle de l'Élysée, j'ai commencé une école de théâtre professionnel. Donc là, on est en 2006, c'est encore la préhistoire. Et donc, parfois, je raconte qu'il m'arrivait d'avoir des réunions interministérielles le matin et des cours de clown l'après-midi. Donc, c'était un peu étonnant et assez marrant. Et en 2009, je suis bac plus 8. J'ai fait une école de théâtre professionnelle qui s'appelle l'école Claude Mathieu et je suis devenu comédien professionnel. Et depuis, donc voilà, je fais donc beaucoup de choses, du théâtre notamment, en volume, en temps passé. Et puis donc cette spécificité sur l'écriture radio. Euh, Sur l'histoire des parcours, là, c'était un peu dans le cahier des charges. Qu'est-ce que ça a apporté le côté ingénieur? J'essaie d'aller vite, pardon, si c'est déjà trop long. Bon, d'abord dire une banalité, dire que toutes les expériences servent dans la vie. Quand vous serez vieux comme nous, moi j'ai 46 ans, évidemment, ingénieur, ça sert. Mon expérience politique, elle m'a servi beaucoup, puisque moi j'ai vécu pendant 8 ans de l'écriture d'une fiction politique qui s'appelle 57 rue de Varennes. J'ai fait 7 saisons sur France Culture. C'est ça qui m'a amené à l'écriture, qui aujourd'hui me fait faire de la série télé. Enfin voilà. Donc ça sert beaucoup. Et le côté ingénieur, j'y réfléchissais un peu, mais alors je joue des rôles d'ingénieur et des choses comme ça. Dès qu'il s'agit d'être un peu expert, de manipuler des concepts, des données, des choses comme ça. La pub SNCF, par exemple, c'est con, mais c'est une pub où le texte, fallait parler d'énergie cinétique. Et je pense on devait être un comédien sur 10 à comprendre ce que ça voulait dire. Mine de rien, ça se voit à l'image. Et puis, dans les choses remarquables, je dirais, évidemment, c'est plus la prépa que l'école d'ingénieur. Mais la prépa nous a définitivement tous vaccinés contre la notion de travail. Donc, souvent, par exemple, l'écriture, c'est des choses qui sont assez épuisantes. Il faut s'engager pendant 8 mois, 6 mois sur un projet, tout seul, etc. Et très souvent, les chefs de projet peuvent nous dire, attention, c'est beaucoup de travail et tout. Bon, quand on a vécu la prépa notamment, on rigole doucement, quoi. Donc, beaucoup d'artistes travaillent beaucoup. Mais c'est vrai que nous, on arrive avec une capacité de travail qui aide à être dans ces métiers-là. Et puis, la dernière chose, alors il y a eu des choses aussi très pratiques. Mon premier spectacle de théâtre, c'était organisé par des gens qui, en l'occurrence, étaient artistes et incompétents, ça arrive. Et donc, on n'était pas du tout prêt pour la première, c'est-à-dire la première représentation. Et concrètement, le planning des répétitions ressemblait à rien. On n'avait pas les décors, il nous manquait des accessoires. Et donc là, je me suis retrouvé à faire des diagrammes de Gantt et de Pert pour faire de la gestion de projet et mettre tout le monde en ordre de bataille, alors que ce n'était pas mon métier, j'étais que comédien. Donc j'ai carrément mis en place des outils d'ingénieur pour monter un spectacle.
Et puis sinon, j'y réfléchissais un peu, ça c'est un peu théorique, mais c'était pour avoir quelque chose à en dire, quoi. C'est bien, c'est cool, merci de ces invitations, ça nous oblige à réfléchir un peu. Je dirais qu'il y a un truc qui est omniprésent, que ce soit dans mon métier de comédien et dans mon métier d'auteur, et qui vient vraiment de l'école d'ingénieur. Je dirais, je ne sais pas comment le formuler, mais c'est de dire que se poser la question des solutions en dernier. C'est-à-dire, très souvent dans l'écriture, par exemple, on écrit une scène et puis ça ne marche pas. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça ne marche pas, etc. Et donc on dit recommence. Je pense que c'est ma technique, ma formation d'ingénieur que vous suivez aussi, que vous avez suivi, que vous allez suivre. Des choses simples, hein, mais qui consistent à dire, OK, d'abord analysons le problème, d'où vient le problème. Et c'est vrai pour, à mon avis, un roulement à billes et pour une scène d'une série radio. C'est pas ça marche pas, quoi. C'est juste, cette scène-là, elle est trop longue, ce personnage-là, il n'est pas clair, cette information-là, on l'a déjà dit, là, on s'emmerde. Donc, c'est des critères qui deviennent objectivés le plus possible, même si on fait de l'art, donc il ne s'agit pas de. On ne fait pas des cahiers des charges, hein. Mais je travaille aussi en cahier des charges. Par exemple, j'emploie le mot cahier des charges en écriture et ça surprend toujours mes interlocuteurs. Je leur dis, OK, avant d'écrire, je dis, OK, j'ai droit à combien de personnages, combien de temps dure la série, c'est quoi le budget, c'est quoi le délai, et ça les surprend toujours. Mais en fait, il n'y a pas de raison que parce qu'on est artiste, on ne se pose pas des questions pratiques, quoi, qui rassurent tout le monde, les interlocuteurs autour de l'artiste, que sont le producteur, les partenaires, etc. Et donc, cette histoire de bien analyser le besoin et de réfléchir en analyse de besoin et redéfinition de besoin avant de trouver des solutions, ça, c'est un truc qui vraiment est très opérationnel dans tous nos métiers. Je pense que ça vous servira, ça sert aussi dans la vie, hein. Mais de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, je change tout. C'est plutôt qu'est-ce qui ne va pas exactement et si je changeais juste ça et ça, ces paramètres-là. Donc ouais, ça sert. Et voilà. Mais après, c'est vrai que je me suis beaucoup éloigné évidemment de l'univers ingénieur. Dernier point, je suis peut-être déjà trop long, pardon. On avait suggéré, enfin, ils avaient évoqué l'idée je sais pas quoi, d'évoquer des conseils dans ce cadre-là. Alors, j'ai aucun conseil à donner, évidemment, mais vraiment aucun. Mais je me suis noté quand même quelque chose que j'entends pas souvent et que c'est l'occasion de vous le redire, même si c'est une banalité. C'est que vos années d'école d'ingénieur, c'est alors votre formation. J'ai envie de dire des choses qui sont pas très peut-être politiquement correctes, si j'ose dire. Mais elles ne sont pas si déterminantes que ça, ces années-là. C'est-à-dire que si vous prenez régulièrement le temps évidemment, il va se jouer plein de choses, vos premiers boulots, machin, vos choix d'options. Moi, je me souviens que c'était vraiment l'angoisse, quelle option je dois faire, c'est hyper important, etc. Évidemment, c'est important. Évidemment, bosser, etc. Moi, j'ai surtout passé, par exemple, ma scolarité à m'occuper du forum rencontre. Il y a des gens autour de ces micros-là qui savent de quoi on parle. Évidemment, les assos, c'est important. Donc oui, le boulot, c'est important, mais n'oubliez pas que c'est aussi des années, pardon, ça fait vraiment vieux con, mais c'est aussi des années de formation personnelle et très intime. Donc, pardon pour ma part, et je ne suis pas là pour vous raconter cet aspect-là de ma vie, mais je veux dire, c'est aussi les moments où on se pose la question de avec qui on veut vivre au terme d'amitié, d'amour, dans quelle ville on veut vivre, est-ce qu'on est fait pour le Nord, pas le Nord, est-ce qu'on veut travailler dans l'industrie, pas l'industrie, avec qui on veut travailler. Et ces questions-là, elles sont vraiment fondamentales aussi. Donc voilà, le conseil, ce serait de dire, n'oubliez pas cette partie-là de votre vie, c'est-à-dire soignez vos amitiés, soignez votre éthique personnelle, choisissez les gens avec qui vous avez envie de bosser et prenez le temps pour gérer. Parce que vous avez quitté votre univers familial souvent vous avez été déraciné géographiquement. Beaucoup d'entre vous sont déracinés sociologiquement aussi. Je pense aux fils d'ouvriers, aux fils d'agriculteurs qui se retrouvent au milieu de gens qui viennent de fils de médecins, etc. C'est très violent. Et cette violence-là sociale, elle peut vous suivre longtemps. Donc, il faut digérer ça aussi, tranquillement. Et donc, il y a beaucoup de choses à intégrer, quoi. Donc foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix. Ménagez-vous. Intéressez-vous aux autres. Ça vous sortira de votre nombril. Mais évidemment, l'école, évidemment, le boulot. Mais c'est aussi le moment où vous allez vous construire humainement et personnellement. Donc prenez ce temps-là, quoi. Prenez ce temps-là. Voilà, pardon, j'étais un peu long. Pas de problème, François. J'ai parlé. Ainsi, Euh, il a parlé. Pas du tout. Ta conclusion fait d'abord d'ailleurs le lien avec un travail qu'on a mené avec le CLA il y a quelques mois
qui avait travaillé sur l'identification des compétences acquises dans les activités extra-universitaires ou extrascolaires, toute la vie des associations, etc. Et les points que tu soulevais à la fin, la découverte, le développement personnel, etc., en fait partie. Donc c'est un lien direct avec un sujet sur lequel nous avons travaillé il y a peu de temps et qu'on a eu l'occasion de restituer sous une forme un peu différente de celle-ci. Mais Alors, on va voilà. profiter de t'avoir encore quelques minutes, François. Merci beaucoup pour tout ça, pour te poser des questions. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui sont dans les têtes. Mais moi, j'ai une première question, c'est avec le recul, est-ce que tu as bien fait de revenir en G3 pour finir l'école et avoir ton diplôme? Puisque tu disais qu'à la fin de ton année de césure, tu as hésité. Oui, oui, pour des tas de raisons. Comment dire? Ça aussi, c'est un peu social. Mais d'abord, j'ai fini quelque chose. Donc, ça me semble très important. Et je pense que ça aurait été vrai sur autre chose. Et je voulais pas être en rupture. Enfin, je croyais que j'étais en rupture. C'est pour ça que j'ai fait année de césure. Je croyais que je voulais pas faire ingénieur et j'avais raison. Je voulais pas faire ingénieur. Mais ça veut pas dire qu'il faut claquer la porte. Moi, vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré et ma prépa et mes années d'école. Il se trouve que c'est en plus, et pareil, c'est pas pour mettre ses tripes sur la table, on s'en fout de ma vie perso. Mais il se trouve que c'était des périodes d'école où j'étais assez malheureux pour des raisons tout à fait personnelles et que j'avais mis sous le boisseau concrètement des tas de choses. D'abord, je sais pas j'avais des problèmes amoureux, d'identité amoureuse, etc. C'était important, mais c'est important, quoi. C'est fondamental. Et on le vit. Moi, c'est une année dans notre promotion. J'avoue que j'ai même oublié son nom, mais on a un de nos camarades qui s'est foutu en l'air, qui s'est suicidé pendant la scolarité. C'est des choses dont il faut pouvoir parler. Et c'est des moments où, si on a eu des difficultés, et on en a tous avant l'école, on les a un peu mis sous le boisseau pendant la prépa, et c'est très bien aussi parce qu'on est là pour bosser et tout ça. Mais par exemple, moi, j'avais pas de grand drame, mais mes parents venaient de divorcer. Moi, mes parents, ils ont divorcé à la fin de la sup. Une fois de plus, je ne vous raconte pas ma vie pour raconter ma vie, mais c'est pour dire qu'à la fin de la sup, par exemple, moi, j'ai voulu arrêter mes études. Et mes profs de prépa m'ont dit, mais non, fais quand même ta spé. J'ai fait ma spé et j'avais décidé en début de spé que je prenais n'importe quelle école. Et donc, Centrale Lille, ce n'est pas tout à fait n'importe quelle école. Mais par exemple, mes profs de prépa m'ont tous appelé personnellement pour me dire, ne prends pas Centrale Lille, fais une 5,5. J'ai dit, mais pas question, c'est super, Centrale Lille, ils étaient ravis. C'est parfait. Mais donc, il faut prendre le temps de ces trucs-là. Et donc, non, je ne regrette pas du tout d'être allé au bout de quelque chose. C'est certain. Et je suis diplômé. Donc, je suis ingénieur incompétent, mais je suis ingénieur. Non, mais c'est surtout aller au bout de quelque chose. C'est surtout aller au bout de quelque chose. Tu es Ça me semble très important. ingénieur multidimensionnel et pluridisciplinaire. C'était comme ça qu'on parlait des ingénieurs Centrale Lille dans nos promos. De l'an 2000 aussi, on disait. Et de l'an 2000, voilà. Mais donc généraliste et donc multicompétent. Voilà. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez voir que sur la page Wikipédia de François, son diplôme d'ingénieur est pleinement, pas Wikipédia, LinkedIn, son diplôme d'ingénieur est pleinement revendiqué, assumé, etc., etc. Donc c'est pas un tabou. Ah bah oui, bien sûr. Et c'est un atout, comme comédien, c'est un atout. Hein. Je m'en sers de moins en moins, mais je sais placer quand il faut le fait que je suis ingénieur. Quand il s'agit de jouer des rôles de spécialiste et de machin, ça interpelle toujours les gens, ça les intrigue toujours. Elle est super cette école, c'est vraiment une super école et j'ai adoré ma scolarité. Vraiment. Alors, une autre question pour François. Des questions. Et Gwenaël, n'hésite pas à intervenir, même si tu as les enfants autour, on est en petit comité, c'est pas grave s'il y a un bruit de fond. Toutes les questions sont les bienvenues. Si vous vous demandez où trouver les dernières œuvres de Monsieur François, il y en a une qui est en ligne depuis quelques jours sur Affaires sensibles, qui s'appelle Le Grand Charlatan, une série politique. Ouais, c'est le mix, c'est la synthèse de la vie politique, de la fiction radio, du jeu. Je baisse la voix pour pas que personne nous entende, mais c'est pas ma meilleure fiction. Moi, je crois que celle que j'ai préférée. Moi, c'était De guerre en fils. Ah oui, mais du coup, Moi c'est pas une aussi. fiction. C'était pas de la fiction, mais c'était extraordinaire. Génial. Ça, c'est un truc pas mal qu'on a fait avec, qui mêle l'intime aussi, l'histoire et tout ça. Mais peut-être les questions. Ah, voilà, une petite question. Vas-y, Héloïse. Merci beaucoup pour ton témoignage et pour prendre du temps pour nous parler ce soir.
Moi, je me demandais comment a réagi ton entourage, tes amis de Centrale et ta famille face à cette volonté de changer complètement de voie. Et comment est-ce que toi, enfin, voilà, comment ça s'est passé, quelle a été leur réaction et comment tu as réussi à surmonter des réactions qui peut-être n'ont pas forcément été celles attendues. Ouais. Merci de ta question puis de ton intérêt. Merci à vous, surtout pas à nous. Alors, toute votre vie, vous allez être confronté à des gens qui vont penser des choses sur votre vie, sur vos choix professionnels, amicaux, amoureux, etc. Donc, moi, je vous suggère de les prendre en compte et puis de les négliger. Et donc, la réponse, elle était à la fois, elle était en fait au cas par cas. Donc, par exemple, moi, je viens d'un milieu bourgeois, un milieu petit bourge, et je suis un petit bourge. Et donc, par exemple, je savais que je voulais pas devenir un artiste qui mange des patates, parce que c'est pas du tout ma vision de l'artiste. Je suis pas un artiste maudit qui vit sous les ponts, etc. Et donc, j'ai toujours assuré mes revenus. Et par exemple, quand j'ai commencé mon école de théâtre, j'ai gardé en parallèle des missions de consultant. Et je gagnais pas mal ma vie d'ailleurs. Et à chaque fois que je gagnais des contrats de comédien, je coupais des contrats de consulting. Et donc j'ai transféré, mais aujourd'hui je gagne, je sais pas ce que gagne un ingénieur qui a 10-15 ans d'expérience, ce qui n'est pas beaucoup pour quelqu'un qui est sorti d'école il y a 25 ans, mais je vis très très bien. Et donc, par exemple, mon entourage, bah, tu vois, typiquement, c'est la famille, quoi. Donc là, c'est papa-maman. Quand papa-maman, je leur ai dit, ben, moi, j'assure mes revenus, je fais mes choix, il n'y a aucun problème. Et souvent, une des choses qui est revenue, c'est la notion de courage. Plein de gens m'ont dit, ah, c'est courageux de faire machin. Ça, je crois pas trop à ça. Et que vous décidiez de devenir justement maraîcher, chargé de mission pour une ONG ou comédien ou autre, moi, je réponds souvent ce qui est vrai, hein, c'est pas une boutade, que le courage, c'est de continuer à être ingénieur quand on n'a pas envie d'être. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les gens qui vont bosser tous les matins, faire de l'audit financier, alors que leur rêve, c'était de faire de la sculpture. Donc, non, non, il n'y avait pas de problème. Et donc, non, moi, j'ai pas de difficulté particulière. Et il y aura toujours des gens pour vous dire que, par exemple, comédien, parce que c'est mon parcours, c'est complètement débile d'avoir fait 5 ans d'études pour devenir comédien. Bah, faut laisser dire. Donc, souvent, ça les renvoie à leurs propres angoisses. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont. Il y a plein de gens qui sont contents pour nous. Et puis, il y a plein de gens à qui ça renvoie au fait qu'ils n'ont pas fait de choix dans leur vie. Et je ne les juge pas non plus, mais c'est juste que. Et il n'est jamais trop tard pour faire des choix. Hein. Donc, faut laisser dire. Voilà. Moi, j'ai aussi une petite question, mais vous y avez déjà répondu un peu de manière sur cette question-là. Mais c'était, ouais, est-ce que vous avez trouvé ce choix risqué? Et donc là, vous avez dit que vous avez géré le risque un peu en combinant deux métiers. Et comment ça marche le statut, enfin, votre statut maintenant, si ça marche au contrat L'intermittent. ouais. Alors, il y a deux niveaux de réponse. Je ne sais pas si ta question est directement orientée parce que tu envisages de. Je propose qu'on se tutoie, c'était d'accord parce que tu envisages toi-même une carrière artistique. Et là, éventuellement, enfin, ça, il faut voir avec Laurence ou je ne sais pas qui, mais on peut se mettre en contact plus direct parce que Oui, sur bien ces sûr. aspects-là. Mais enfin, il y a deux niveaux de réponse. Pour te répondre très court, la deuxième question qui est le statut, aujourd'hui, c'est un bordel sans nom. C'est-à-dire, j'ai 6 statuts administratifs, j'ai 6 caisses de retraite, j'ai travaillé dans la fonction publique, le privé, je suis des fois régime général, je suis souvent ce qu'on appelle intermittent du spectacle. Donc, j'ai que des contrats au cas par cas pour des productions. Je gagne la moitié de mes revenus par les droits d'auteur, qui sont encore un autre truc, où en gros, on est payé littéralement 18 mois après avoir produit les choses. Ce qui vient de sortir sur France Inter, je vais toucher l'argent dans 18 mois. Donc, ça veut dire qu'il faut bien gérer sa trésorerie. Concrètement, par exemple, je ne sais pas du tout ce que je ferai la semaine prochaine ou à peu près. Par contre, j'ai commencé mon métier en ayant 1 an de réserve financière et je garde toujours 1 an de réserve financière. C'est-à-dire que je sais que je peux perdre tous mes contrats du jour au lendemain. Et pour rassurer tout le monde autour de moi, d'ailleurs, je le répète souvent à un moment, qui s'inquiète, est-ce que tu as du travail, mon chéri? Non, je n'ai pas de travail, maman, mais tu te souviens, si j'ai plus de travail, j'ai au moins 1 an devant moi pour me retourner. Donc ça s'organise. Et puis non, puis pour revenir à ta question plus générale, d'abord, je pourrais répondre plus précisément s'il y a besoin sur la question artistique pure, mais qui ne concerne peut-être pas tout le monde. Et de manière plus générale, la transition vers un autre métier, ce qui est toujours possible, et à tous âges. Là, c'est pareil, il y a 1000 manières de faire, je pense, et je pense que Marc, et pardon, j'ai oublié ton prénom pour le troisième intervenant, je suis désolé,
raconteront autre chose. Mais il Pierre. faut juste être tranquille. Merci, pardon. Donc, pardon, Pierre. Ils raconteront. Il faut être tranquille sur comment on gère cette transition. C'est-à-dire que moi, je suis un petit bourge et j'ai voulu une transition tranquille. Et donc, je me suis fait un programme notamment de financement. J'ai financé ma transition économique en me disant il faut que je gagne tant d'argent que je vais perdre là. Pendant 5 ans, je n'ai pas eu de revenus. J'ai gagné 5 000 euros par an. Ce n'est pas beaucoup pour vivre à Paris, mais j'avais anticipé ça. Et d'autres, j'ai des copains qui ont décidé de devenir intermittents du spectacle du jour au lendemain. Et après, ils se sont mis à devenir serveurs de café, etc. Donc, il faut juste que tu sois. Tu peux décider de changer pour être en rupture. Et ben dans ce cas, tu acceptes d'être en rupture. Donc, tu vas vivre dans un studio pourri pendant 5 ans. Et c'est OK, si tu es OK avec ça. Donc, et ça, tu peux l'anticiper un petit peu. Ok, ouais. Merci. Mais je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions autour du micro? Et puis, il y a d'autres intervenants, peut-être éventuellement, passer à Eh ben, on peut passer la parole à Marc alors. Marc. Ok. Je suis encore mute ou pas? Non, c'est bon. Non, tu n'es pas mute. Je ne suis pas mute, tout va bien. Oula! Explosion de couleurs. Ouais, non, mais c'est surtout qu'en plus, maintenant, il faut que je me souvienne de tous les drapeaux. Non, c'est bon, je crois que ça va aller. Donc, Marc Vivert, moi je suis promo, on est trois là, un peu tous dans la même zone, moi je suis promo 99. Donc je suis rentré en même temps que François, mais du fait de son année de césure, je suis sorti un an avant. Moi, c'est effectivement, comme l'a dit François, c'est intéressant cette démarche parce que du coup, on se pose des questions qu'on ne se poserait pas nécessairement au quotidien. Et je suis arrivé, je vais y venir, à pas mal d'éléments en fait que j'ai utilisés de mon parcours d'ingénieur, prépa incluse, dans mes aventures ultérieures. Mais le point que je voulais mettre en exergue au tout départ, c'est que là, en fait, quand on passe de François à moi, je pense qu'on passe d'un peu une démarche de volonté à une démarche de subissement de mon côté, à savoir que j'ai été vraiment sur un parcours, un peu la voie de la moindre résistance tout au long de ma scolarité. Ce qui, compte tenu de mes capacités intellectuelles et mes capacités de travail, s'offrait de mieux à moi, c'était de faire un bac scientifique. Bon, ok, j'ai fait ça. C'était ensuite de faire une prépa. Bon, ok. C'était ensuite de rentrer à Centrale. Est-ce que vous voulez faire Sainte-Deby? Ah non, ça va aller, merci. J'ai une école, je suis content. Et puis ensuite, en bout de cette chaîne-là, j'ai été ingénieur généraliste. Il porte très bien son nom parce que je ne savais strictement rien faire. Et donc, je suis allé travailler dans des métiers où on prend les gens qui ne savent rien faire et où en plus on les paye bien, à savoir les métiers du conseil. Donc, j'ai bossé dans le consulting pendant 4 ans, 5 ans, je ne sais plus exactement. Et bref, et tout ça, ça a vraiment été, j'étais une bouée sur une rivière et puis je descendais, je ne me suis jamais vraiment posé de questions. Je n'ai quasiment pas pris de décision à aucun moment dans tout ce parcours. Et donc c'est là que ça diffère un petit peu d'un François et peut-être d'un Pierre, puisqu'il a lui basculé très très vite après son école. C'est que moi, c'est pas une volonté profonde, une aspiration, une vocation qui remonte à la nuit des temps. C'est un ras-le-bol qui s'est construit progressivement. Le fait que, alors ça s'est pas venu en un jour, mais il y a un moment qui a été un peu la bascule, c'est que je travaillais à l'époque sur des projets pour un client SFR en l'occurrence, et je travaillais sur une plateforme où les clients pouvaient acheter des images sur leur téléphone, en technologie WAP à l'époque. Et moi je travaillais sur ces plateformes-là, ça marchait très bien, puis je me suis rendu compte que, la plupart des photos qui se vendaient, il fallait démontrer qu'on avait plus de 18 ans pour les acheter. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous, en fait? C'est quoi la finalité de ton travail? Et c'est là que j'ai commencé à chercher des opportunités ailleurs et que je suis parti, dans un premier temps, faire un volontariat. Ça, c'est le drapeau de gauche, l'Éthiopie. Je suis parti 2 ans en Éthiopie. Là, j'étais prof d'informatique à l'université, bénévole, enfin pas bénévole, je gagnais 70 € par mois, ce qui était tout à fait suffisant pour vivre là-bas, mais bon. C'est pas comme ça qu'on se construit une retraite, quoi. Et puis voilà, à la suite de ça, je suis rentré. J'ai voulu basculer parce que cette expérience-là m'a passionné. Le fait de vivre et de travailler dans une culture complètement différente m'a fasciné. Je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. J'ai envie de bouger d'un pays à l'autre.
et de travailler dans ce domaine-là. Et donc, j'ai fait une année d'un master de sciences politiques pour me donner un profil un peu moins pur ingénieur, dans l'espoir de basculer dans une ONG. Et à l'issue de ça, eh bien, ça n'a pas du tout marché, parce que j'ai passé des tonnes d'entretiens et que je me suis vu rétorquer: «Ah, votre profil est intéressant. Ah, vous avez fait des études intéressantes. Ah, vous avez des compétences qui pourraient peut-être être transférables, mais», alors je vous la caricature, mais à peine, «vous êtes marqué par le grand capital. Donc en ONG, non, ça va pas le faire. Donc merci, au revoir». Et donc j'ai essayé de faire ça pendant 1 an, sauf que je sortais d'un an d'études à Londres et de 2 ans à 70 € par mois, donc à un moment, il faut gagner un peu sa croûte. Et moi, j'étais moins cigale que François, j'avais pas mon année de côté. Bah, je suis reparti refaire du conseil, en l'occurrence chez Capgemini, jusqu'à ce que je puisse enfin ressortir et finalement trouver un poste. Et puis je suis parti bah, dans tous ces pays-là, donc en Afghanistan. Mon premier poste, c'était dans le nord de l'Afghanistan, à Meymana, où j'étais adjoint du directeur de la zone. Et ça a été, je l'avais pas choisi, je n'y ai pas spécialement réfléchi, mais le poste d'adjoint était formidable parce qu'il m'a permis d'apprendre un métier et un environnement que je ne connaissais absolument pas, tout en étant quand même utile parce que j'apportais une manière de travailler, une manière de structurer. Je vais y revenir parce que c'est ça que vraiment j'ai retiré de mon expérience, enfin de ma formation d'ingénieur. Et puis après ça, donc je suis parti, j'ai été en Irak, j'ai été au Kirghizistan, il y a un drapeau qui manque. J'ai été en République centrafricaine et puis en Haïti. Et donc dans tous ces postes-là, j'étais à des postes de manager, donc de chef de délégation, ça c'est le vocable Croix-Rouge française, à peut-être c'était chef de directeur pays. Mais donc des postes où on organise, on structure, on canalise, mais concrètement, on ne fait rien. On a des gens qui, autour, savent faire. On a des médecins, on a des nutritionnistes, on a des agronomes, on a tout un tas de gens, et nous, on organise l'effort au sens large. Et il y a un truc qu'a dit François qui me semble très, 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 très vrai. Je trouve que moi, quand je valorise, au sens estimer la valeur de ma formation dans ces métiers-là, un truc qui arrive vraiment en tête, c'est la prépa. À la fois pour l'aspect charge de travail, ce que disait François, mais aussi pour une forme de rigueur, une forme de systématisme dans l'approche. Moi, quand je suis arrivé en ONG, c'est un monde de gens qui ont plutôt des formations relations internationales, Sciences Po au sens large, on va dire. Et la structuration d'un projet, son organisation, le séquencement, le fait de regarder froidement, objectivement. Je reviens vraiment à dessein sur des choses qu'on a dit François, parce que c'était vraiment ça. C'était une capacité que j'avais, qui me semblait évidente parce qu'elle était le fruit de ma formation et de mes premières années d'expérience, et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas partagée universellement. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon complexe d'imposture initiale était en fait finalement pas si justifié que ça, parce que cette formation me permettait d'apporter un cadre et une structure qui aurait eu lieu sans moi, évidemment. Je ne suis pas en train de dire que j'ai été le messie, mais qui justifiait ma présence et qui me donnait une valeur ajoutée dans ce contexte et qui faisait que j'étais légitime à travailler dans ces conditions qui m'ont passionné et que j'ai adoré. Moi aussi, j'avais pris 2-3 petites notes, je regarde ce que j'avais mis. Ouais, il y a ce que j'ai retenu de central en tant que tel. Je vais être tout à fait honnête, je pense qu'il n'y a pas un mot d'un cours que j'ai eu pendant 3 ans dont je me suis servi dans mes expériences dans l'humanitaire. En revanche, encore une fois, la méthode. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on a quand même eu tout ce qui est justement gestion de projet, Gantt, PERT, etc. Ça, c'est à Centrale qu'on l'a appris, mais je l'avais appris au niveau théorique. C'est plus mon expérience professionnelle ultérieure qui a fait que j'ai été capable de le mettre en œuvre dans des contextes de ce type-là. En revanche, il y a effectivement tout ce qui est vie associative. Donc François, il était au forum rencontre. Moi, j'étais avec Laurence, on a été au bureau des élèves. Et ça, oui, ça m'a donné, ça a été ma première expérience d'organisation et en fait de prendre à mon compte des activités, de ne plus être simplement client des activités qui m'entouraient, mais d'en être
si ce n'est le chef d'orchestre, mais au moins un acteur d'organisation, quoi. Et ça m'a vraiment servi par la suite, et ça m'a servi dans tous les aspects de ma vie, pas uniquement dans mon travail dans l'humanitaire. Un autre point, je ne sais pas du tout où j'en suis, donc ça va. Un autre point qu'a dit François, et qui est cet élément de courage. Moi, si vous avez écouté ce que je viens de vous dire, je n'ai eu de courage à aucun moment. J'ai juste suivi ce qui se passait, et puis c'est juste à un moment, j'en avais vraiment ras-le-bol, alors j'ai fait autre chose. Et j'ai fait un truc qui me permettait de voyager parce que j'avais envie de voyager. Il n'y a pas de courage là-dedans, il y a juste comment dire, la notion toujours présente que on peut changer. On a cette chance, nous tous, avec cette formation, de pouvoir se recycler. Alors, je ne vais pas dire que c'est forcément simple selon le contexte vers lequel on veut se diriger. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'aller bosser dans une ONG que d'être entrepreneur maraîcher. Pierre va vous l'expliquer, j'imagine. Mais on a cette facilité, on est globalement plutôt reconnu, on a cette capacité de travail, faut juste ne pas la perdre de vue. Il faut juste garder à l'esprit que oui, on profite de ce qu'on fait en ce moment, que ce soit en prépa à l'école ou dans les premières expériences professionnelles, mais qu'à tout moment, on peut se dire on va faire autre chose. Et moi, je l'ai un petit peu oublié en début de carrière, et puis est venu un moment où je me suis dit, on va essayer. Et puis voilà. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là et attendre vos questions. Merci beaucoup, Marc. Gwenaël nous envoie quelques petits messages. N'hésite pas. Il faut que je lise le chat, peut-être. Oui, non, mais Gwenaël va intervenir. Mais oui, tu peux ouvrir ton micro, Gwenaël, pour compléter, voilà, paraphraser ce que tu viens d'écrire. Alors, donc tu dis que tu peux pas parler. Nous sommes des couteaux suisses. J'aime beaucoup la formule. Et c'est tout à fait vrai. Alors, je vais très très brièvement, parce qu'on est sur les parcours atypiques au sens large, pas spécifiquement sur le monde de l'humanitaire, mais le monde de l'humanitaire, dans les années, jusqu'aux années 90, on va dire, c'était, que je n'ai pas connu, moi je suis arrivé après, mais c'était vraiment le cliché du mec avec son catogan, sa guitare et son joint, et qui venait distribuer des sacs de riz, quoi. Et c'était pas du tout professionnel, c'était pas du tout. Enfin, certaines organisations l'étaient, MSF en est une, la Croix-Rouge en est une autre, mais il y avait un peu tout et n'importe quoi. Ça s'est vraiment structuré dans les années 90 et dans les années 2000, et c'est là qu'effectivement il y a eu un besoin de transfert de compétences du secteur privé pour un peu plus de structuration, parce que tout simplement, déjà le travail est essentiel et on n'a pas le droit de mal le faire. C'est un crime que de mal faire ce travail-là. Et accessoirement, on est quand même, on nous confie des sommes parfois considérables qui viennent, mesdames et messieurs, de vos impôts. Donc, tous les bailleurs de fonds nous demandent des comptes à juste titre, et on peut pas juste, c'est pas juste de la bonne volonté. Et c'est là qu'effectivement nos expériences d'ingénieurs, alors dans le privé oui, mais même simplement d'ingénieurs, encore une fois de rigueur et d'approche systématique, sont essentielles et viennent très bien compléter peut-être une vision de quelqu'un qui a une formation un peu plus en sciences politiques, une expertise technique d'un médecin ou d'un nutritionniste, etc. Et ça fait l'ensemble, de rien, Gwenaël, avec plaisir. Voilà. Bonsoir à tous. J'avais également une question, si vous m'entendez. Oui, vas-y Chloé, on t'entend. La webcam et Zoom. Moi, j'ai fait centraliste comme vous tous. J'ai commencé à bosser dans le privé et j'ai toujours gardé en tête, moi, quand j'ai fait mon école d'ingé, à la base, je m'étais dit, je veux faire de la logistique parce qu'à terme, j'aimerais bosser dans l'humanitaire, la logistique humanitaire. J'ai fait de la supply, de la gestion de production. Bon, j'ai un peu travaillé dans ces sujets-là. Et j'ai toujours eu l'impression, je bosse toujours dans le privé et tout va bien, j'ai toujours eu l'impression que pour bosser en ONG, il fallait de l'expérience, en fait. Alors, ça contredit ton témoignage à toi, mais j'ai des connaissances, des gens qui, par hasard, ont commencé en stage de fin d'études en ONG, auprès de l'ONU, et de fil en aiguille, ont cette étiquette onusienne qui permet d'accéder à des postes. Et sinon, j'ai l'impression, pour avoir regardé il y a quelque temps les propositions de postes des ONG, qu'il fallait plutôt un bon bagage, une bonne expérience préalable dans le privé avant de pouvoir accéder à des postes.
Et donc là, moi, je me demandais, c'est quoi les voies d'accès à ces métiers-là, post-privé? Est-ce qu'il y a des lieux géographiques privilégiés? Moi, je pense par exemple, je suis au Savoyard, je pense par exemple à Genève, spontanément. Est-ce qu'il y a des lieux et des hubs d'ONG qui facilitent une éventuelle entrée dans ce milieu-là? Alors, j'en ai compté au moins 5 questions là-dedans. Je vais essayer de prendre dans l'ordre. Le premier point, juste sur l'aspect, la logistique. Oui, enfin, si ta spécialité, c'est la logistique, il y a 2 secteurs de travail où la logistique est fondamentale et tout repose dessus. Enfin, hormis le transport, évidemment, mais c'est l'armée et l'humanitaire. Les logisticiens sont les personnes les plus importantes quasiment dans les missions humanitaires. Pour ce qui est du point d'entrée, c'est un peu ce que je disais, quand tu disais il faut avoir de l'expérience, c'est un peu ce que je disais dans mon année quand je suis revenu d'Éthiopie, où je me heurtais à des gens qui me disaient que j'étais marqué par le grand capital. Tu as des idéologies, c'est ça un peu l'inverse. On parle de culture d'entreprise dans le privé. En ONG, il y a vraiment des idéologies qui marquent les différentes organisations. Et il y en a où ça ne marchera pas. Il y en a, tu viens du privé, ça ne marche. Alors peut-être que ça marcherait maintenant, en tout cas à mon époque, ça ne marchait pas. Là, celle que tu vois à gauche qui est Acted, dont tu n'as probablement jamais entendu parler, mais qui, il se trouve, est la plus grosse ONG française en termes de turnover budgétaire. Eux, ils ont cette spécificité qu'ils ont très vite reconnu l'intérêt des transferts de compétences d'un secteur à une autre. Et c'est pas un hasard que moi, je suis rentré par chez eux. Et après, c'est un problème de pied dans la porte. C'est vraiment un problème de pied dans la porte. C'est-à-dire qu'une fois que tu as cette expérience, cette première mission, après, c'est un secteur, il ne faut pas oublier, le secteur humanitaire est un secteur de plein emploi. C'est vraiment pas le cas de tous les secteurs, mais celui-là, très largement. On est toujours en demande de gens. Il y a toujours des postes à pourvoir. Et le problème, c'est que les organisations sont un peu, pas timorées, mais sont prudentes, on va dire, parce que c'est pas forcément des pays faciles, où elles envoient les gens, parce qu'ils veulent pas envoyer des gens et que les gens rentrent cramés, parce que, voilà, c'est un risque d'envoyer quelqu'un, surtout à partir, moi je suis rentré à 30 ans, un mec de 30 piges, alors oui, j'avais fait 2 ans en Éthiopie, mais enfin l'Éthiopie, c'est très très tranquille, enfin, après ils m'ont envoyé en Afghanistan, c'est pas tout à fait le même délire. Ils ont pris un risque en le faisant, parce que aussi j'ai réussi à les convaincre, mais aussi parce que cette organisation-là avait cet état d'esprit. Après, quand tu parles de Genève, c'est quelque chose de très très différent. Tu parles des emplois au siège des organisations. Là, effectivement, c'est beaucoup plus dur d'y rentrer parce que globalement, c'est là que vont tous les gens qui ont été sur le terrain avant. Ils reviennent, ils se retrouvent au siège. Et mécaniquement, il y a beaucoup moins de postes dans le siège d'une ONG que sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup plus de terrains d'opération. Là, il faudra une expertise technique très pointue, ou alors il faudra être desk, et pour être, c'est-à-dire, comment dire, le chef des chefs de mission. Et pour faire ça, il faut avoir une expérience terrain. Donc, je pense que sans expérience très pointue technique, que ce soit, encore une fois, médical, eau et assainissement, urbanisme, que sais-je, trouver des postes, ou alors en administration, mais trouver des postes dans des sièges, c'est compliqué. C'est vraiment pas simple. Le point d'entrée que je recommanderais moi, et accessoirement parce que c'est ce que moi j'ai trouvé passionnant, c'est vraiment le terrain. Ok. Bah, tu vois, moi j'avais l'impression que c'était plutôt l'inverse, qu'il fallait que le terrain était très demandé et qu'il fallait peut-être être passé d'abord rentrer dans l'organisation avant de pouvoir partir. Donc, voilà, va sur Coordination Sud, qui est je ne sais pas si tu connais, c'est un site coordinationsud.org. C'est un site où la plupart des ONG postent des offres d'emploi. Le nombre de postes sur le terrain est monstrueux. Enfin, en général, quand tu as un poste qui se libère parce que quelqu'un s'en va ou quoi que ce soit, tu t'attends à passer au moins 6 mois à devoir te démerder sans personne à ce poste-là parce que ça ne va pas venir tout de suite, quoi. Et non, c'est vraiment, les postes de terrain, c'est un secteur de plein emploi. Ouais. Et comment ça se passe? Parce que j'ai suivi un peu le parcours et le nombre de pays un peu important en termes de famille. Moi, c'était une de mes interrogations aussi. Le mari, mal. la famille. Bon, alors,
Je vais répondre rapidement à ça. Ce que je te propose, parce que je pense que encore une fois, il y a plusieurs secteurs représentés, et là, on est vraiment sur du spécifique. Laurence, peut-être tu pourras filer mes coordonnées. Moi, je te ferai avec plaisir que je parlerai avec Héloïse, c'est ça? Non, Chloé, pardon. Chloé, ouais. Ouais, tu nous mettras en contact. Je vais juste répondre à cette dernière question-là. Et ben moi, je travaille plus dans l'humanitaire, précisément à cause de ça. Déjà aussi, parce que j'ai envie de changer, c'est aussi ça qui me différencie de mes deux camarades, c'est que moi, j'ai plus un côté envie de découverte, d'aucun dirait dilettante, mais je réfute la catégorisation, mais là, je vais devenir prof. Je vais me passer j'ai les écrits du CAPES, j'ai les euros carrés, donc je vais passer à autre chose. Mais tu as des postes qui sont familles compatibles. Là, dans tous les drapeaux que tu vois, aux deux extrémités le sont, Haïti et l'Éthiopie, mais c'est rare, c'est très demandé. Il faut accessoirement que ton conjoint ou ta conjointe travaille dans un secteur qui fonctionne dans ces pays-là, parce que moi, ma femme, par exemple, elle, pour le coup, elle a fait une école d'ingénieur, elle travaille dans une boîte de conseil en informatique. On est au debout du développement d'un pays en termes d'intervention. C'est-à-dire, elle, ça marche très très bien en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Globalement, si elle se pointe en Afrique, elle sert à rien. Et à l'inverse, moi, voilà. Donc, et puis après, tu as tous les pays qui sont les pays réellement en crise, où là, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que moi, quand j'ai été en Irak, en Afghanistan, en RCA, au Kyrgyzstan, je voyais ma famille, c'est une des raisons pour lesquelles à la fin j'ai arrêté, parce que ça devenait vraiment très très dur psychologiquement, je voyais ma famille tous les 2 mois, on va dire, à peu près. Et après, on se faisait des Zooms, des Skype, des machins, des trucs, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc ouais, c'est pas simple. Ok, merci. Puis merci pour les chats aussi sur le côté, Gwenaël et François. Alors, Gwenaël a ajouté que pour bosser dans l'humanitaire, il faut accepter des payes réduites. Ah oui, moi j'ai divisé par 3. Quand je suis passé de cap chez Acted, j'ai divisé par 3. Donc oui, c'est vrai. Et François, bah, je te laisse lire si tu as des messages que tu as publiés dans le chat. Ah non, mais enfin, je peux, mais c'est pas. Alors, c'est super, c'est des trucs parce que j'apprends des trucs sur Marc, donc ça, j'adore. C'est super. Non, mais vraiment, c'est cool. Ça fait longtemps que vous vous êtes pas Non, vus, non, c'est tout. Et ouais, c'est vrai. Non, j'ai juste écrit une banalité, mais je peux pas la lire. Mais c'est ce truc-là que souvent on a des parcours de changement en diagonale, en fait. C'est-à-dire qu'on veut échanger de secteur, Ouais. échanger de fonction. Et c'est vrai, en intérieur des boîtes, hein, vous êtes chez Danone et vous êtes, je sais pas quoi, directeur d'usine chez Danone et vous voulez devenir responsable paye à l'international. Donc vous changez et de métier et de fonction. Bon, et souvent, c'est con, hein, mais souvent une stratégie consciente. On a perdu la Guadeloupe. Ah, je me demandais si c'était moi. C'est déconnecté. Mais ceci dit, enfin, de toute façon, tout le monde peut lire ce qu'elle a écrit. Je confirme complètement ce qu'il a dit. Enfin, globalement, ça revient à mon idée, je pense. J'aurais pas lui mettre des mots dans la bouche, mais ça revient à mon idée de dire, de toute façon, il faut venir avec une valeur ajoutée. Et si on change simultanément de secteur et de fonction, c'est très compliqué. Donc, moi, ça a été mon truc d'arriver en tant qu'adjoint et d'apprendre les ficelles du métier au contact de mon chef et de lui apporter ce que je savais faire dans l'organisation d'une mission au sens large. Voilà. Bonjour. Sur ce Bonjour point, je Inès. peux poser une question, s'il vous plaît. Bien sûr. Du coup, moi, je suis en première année à l'école. Du coup, promo 2025, normalement. Aïe, aïe, Du coup, comme vous, je me pose pas mal de questions sur le fait de travailler dans l'humanitaire après l'école. Et notamment, j'ai commencé à percevoir un peu la dualité entre le fait d'apporter quelque chose de très spécifique et presque professionnalisant au domaine, les questions aussi sur la vie personnelle, etc. Et je me demandais, le fait que je me pose ces questions alors que je ne suis pas encore diplômée, est-ce que ça serait pertinent après de essayer de me rajouter une plus-value en termes de diplôme, par exemple en faisant un master un peu plus géopolitisant comme vous l'avez fait plus tard, vous, mais directement après l'école, ou est-ce que avant vous conseillez plus de aller directement dans l'expérience pour à la fois avoir peut-être un bagage plus concret et aussi même pour moi savoir si ça me plaît vraiment quand je suis dedans
et pas juste théoriquement. Mais c'est vrai que vu qu'on a l'impression que les échéances sont permanentes en termes de choix, de où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, quelle école, est-ce qu'on veut continuer, est-ce qu'on veut césurer, est-ce que voilà. C'est vrai qu'en ce moment, c'était un peu mes questions et du coup, je suis très contente que vous soyez là pour témoigner. Tous, hein, même pas au-delà du secteur humanitaire. Merci beaucoup pour votre temps. Alors, merci beaucoup pour la question. Je vais être très décevant. J'ai pas vraiment de réponse parce que ça dépend vraiment de ta personnalité, de ton envie, de est-ce que tu veux mettre les mains dans le cambouis, est-ce que t'es heureuse en tant qu'étudiante et le fait de multiplier les expériences en tant qu'étudiante te permet de multiplier les casquettes. Est-ce que tu peux te le permettre aussi? Parce qu'il y a quand même cet élément-là qui rentre en ligne de compte. J'entends matériellement. Il y a un seul élément spécifique au secteur que je pourrais dire, qui est que les ONG, ça broie du stagiaire, mais quelque chose de malade. Et donc, le moyen le plus simple de te faire une expérience où là, pour le coup, tu rentreras relativement facilement, parce que tu ne seras pas cher, c'est de faire effectivement un master un peu dans ce secteur-là, typiquement Sciences Po en France. Et moi, à l'époque où je l'ai fait, il y en avait très très peu, c'était compliqué, mais il y en a pas mal, que ce soit INSEAD, Sciences Po, LSI, bref, il y a le choix. Et ensuite, à l'issue de ça, tu auras un stage. Et là, tu auras quasiment une place assurée sur une durée courte qui te permettra de voir si ça t'intéresse ou pas. Et je reviens à ce que disait en creux un peu François dans son intervention, c'est que même si tu te rends compte au final que ça ne te plaît pas, l'année, elle n'aura pas été perdue. Ce que je veux dire, c'est que tu auras acquis un autre point de vue sur toi, sur ton environnement, sur ce que tu veux faire, et que tout ça va venir te nourrir. Et ce ne sera peut-être pas une application directe, mais tu n'auras pas perdu ton temps, quoi. Je suis désolé, c'est pas un oui ou un non, c'est un peu une réponse de Normand là-dessus. Alors moi, j'ai des compléments qui sont plutôt côté école. Alors effectivement, Inès, enfin vous étudiants qui êtes en ligne, vous avez je sais pas si c'est une chance, en tout cas la différence par rapport à lorsqu'on était à l'école, Marc, Solène, François et moi, il y a 20 ans, c'est qu'aujourd'hui vous avez un parcours qui est beaucoup plus que vous pouvez construire comme un puzzle. Et donc, typiquement, si on regarde uniquement sur les opportunités offertes par l'école, sur la question que tu poses, Inès, il existe maintenant un double diplôme avec Sciences Po. Donc, ça peut être une réponse, ça peut être un parcours, quoi, de te dire, bah, chiche, du coup, je fais un double diplôme avec Sciences Po, ce qui me permet de coiffer une seconde casquette Géopol, etc., comme en parlait Marc. Il existe à partir de la rentrée prochaine, même si ça ne te concerne pas, puisque si j'ai bien compris, tu es encore en G1, mais en G3, il y aura désormais des parcours ingénieurs en santé. Moi, je pense aussi que c'est des sujets sur lesquels c'est pas complètement déconnant d'avoir cette double casquette ingé santé sur des problématiques dans l'humanitaire. Donc ça peut être une autre manière d'embrasser le parcours. Et puis, François le mesurait tout à fait tout à l'heure, il a été l'un des premiers à faire une césure à l'école. Désormais, c'est, je sais plus, 2 tiers de la promo qui fait une césure. Tu peux profiter de la césure pour justement, alors, pour obtenir la césure à l'école, je rappelle qu'il faut avoir un projet professionnel, mais parmi ton projet pro, ça peut être faire un stage au moins 6 mois à la moitié de la césure dans une ONG, ou alors, voilà, enfin, en tout cas, profiter d'une partie de ce temps de césure pour te faire les crocs sur le terrain en tant que stagiaire. Donc, et pendant ce temps-là, j'ai vu que Gwenaëlle avait écrit des trucs dans le consulté, mais du coup, et je rebondis sur ce que disait François tout à l'heure, en fait, n'oubliez jamais que vous avez plein de choix et vous avez plein de choix maintenant. Alors évidemment, c'est anxiogène parce qu'il faut en faire, mais quel que soit le choix que vous faites maintenant, vous avez encore plein de possibilités de choix demain, après-demain, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, voilà, faut se lancer et c'est pas une science exacte de faire des choix, mais par contre, c'est sûr qu'on a la chance d'être dans des cursus et des diplômes qui permettent d'en faire tout notre parcours, quoi. Par rapport à ce que tu viens de dire, Laurence, il y a Héloïse là qui vient de poster un message sur son expérience professionnelle. Elle a fait effectivement 6 mois de césure dans une ONG au Cambodge et on a tiré grand intérêt. Je voudrais juste rajouter un tout dernier truc. Ah, pardon. Non, je disais juste, Inès, si tu as des questions, tu peux en parler. Nous, dans notre promo, on est 2 à avoir fait une année de césure et être partis, un au Zimbabwe et moi au Cambodge.
si tu as des questions, n'hésite pas à venir vers moi après. Je voulais juste rajouter un tout petit truc. Je crois qu'il y a François qui dit au vas-y, revoir. parce que tu vas partir. Tu vas partir bientôt. Donc, Oui, je suis désolé, c'est juste pour vous dire, je dois être parti depuis 15 minutes, depuis 20 minutes. Je suis très impoli, j'aurais adoré entendre Pierre. J'écouterai en replay. Merci beaucoup et à bientôt. Et Merci merci à beaucoup, toi, François. François. Merci François. Merci. plaisir. Désolé, je pars comme un voleur, mais merci beaucoup. Bonne Envoyez-moi Guadeloupe. le lien du Yes. replay. Tout à fait. Oui, on va vous l'envoyer, oui. Merci et désolé de partir. Salut. Salut. Marc, à toi. Marc. Ouais, non, je voulais juste rebondir sur un truc qu'avait dit Gwenaëlle dans le chat, où elle dit encore moins cher être volontaire. Elle a tout à fait raison. Et il y a un point dont j'avais parlé avec. Alors, Inès, je ne sais pas si tu étais là, il y avait eu la table ronde. C'était quoi le format auquel j'ai participé en début d'année, Laurence? C'était dans le starting block, donc dans les 2 premières semaines, où il y avait des C'était ateliers starting au block, choix tout à fait. sur des demi-journées. Et Voilà, je crois et, qu'on pourra passer la parole à Gwenaëlle après. Ouais. Ouais, et juste pour dire très rapidement, effectivement, si vous voulez bosser dans l'humanitaire, être actif dans une association locale, c'est vital pour vous, mais c'est aussi vital pour ce que vous présentez. Enfin, pour vous montrer que c'est pas juste, vous n'avez pas juste envie de voyager, quoi. Donc, je vais juste rebondir là-dessus. Allez, Gwenaëlle, fais-nous entendre ta voix au-delà de tes Ça y écrits. est, je suis libérée, délivrée des enfants en bas âge. Je voulais dire 2 choses, notamment répondre à cette jeune fille là qui est en première année. On a l'impression que quand on fait un choix de carrière, on va rester toute sa vie dedans. Aujourd'hui, je crois que c'est vraiment pas vrai. Comme l'a dit François, on peut d'abord changer de secteur, puis après changer de métier. Mais en fait, aujourd'hui, je pense on a toujours l'image un peu inconsciente de nos parents qui sont restés toute leur vie dans la même carrière. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça. On peut avoir 10 vies, quoi, 10 vies professionnelles différentes. Donc, l'avantage, c'est on est très structuré quand on sort de l'école centrale. Et effectivement, moi, je suis impressionnée par François qui est parti, qui fait un job d'artiste avec des méthodes d'ingénieur, quoi, et qui rationalise tout, et y compris ses réserves financières, etc. Donc, quelque part, c'est un bagage qui est rassurant. Et aussi d'avoir l'école centrale de Lille sur son CV, ça donne une sorte de passeport, mais quel que soit le secteur, ça donne une sorte d'assurance qualité, quoi, à nos profils. Donc, c'est vachement rassurant. Et je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. Oui, en fait, du coup, il y a plein de possibilités. Moi, quand je parlais d'être volontaire, moi j'ai travaillé 10 ans chez Bouygues en tant qu'ingénieur travaux, et en 2014, j'ai tout largué et je me suis dit fini, quoi. Je suis passée par différentes étapes, mais aujourd'hui, je travaille dans une ONG, et en fait, ce qui m'a permis de rentrer, c'était que j'ai fait du volontariat pour cette ONG pour laquelle je travaille aujourd'hui. Et ce qui est important pour un peu dépasser cette vision de ouais, mais toi, tu viens du secteur privé, tu vas pas pouvoir t'adapter à notre culture. Je trouve que c'est un bon moyen de leur montrer que effectivement, on peut s'adapter quand les gens nous voient travailler. Ils voient qu'on s'adapte et ils voient qu'on est capable. Et du coup, c'est une super porte d'entrée dans le secteur des ONG notamment, et je pense en général, quoi, de prouver ce qu'on sait faire. Et l'avantage du secteur des ONG, c'est qu'on peut faire du volontariat. Moi, j'ai dit à cette organisation, OK, je peux faire du volontariat pour vous, mais je ne fais pas des photocopies. Vous me donnez quelque chose d'intelligent à faire. Ils ont vu de quoi j'étais capable, et après, ils m'ont donné un job. Voilà. Merci beaucoup. Je vois le temps qui passe, alors on va passer la parole à notre 3e invité, si vous voulez bien, et puis après on pourra reprendre des questions, alors plus avec François parce qu'il est parti, mais avec Marc évidemment. Et notre 3e invité, c'est Pierre, diplômé 2019, et qui va nous parler de son aventure d'entrepreneur maraîcher. Voilà. On t'écoute, Pierre. Merci. Alors, merci à tous. Et déjà, merci aux autres intervenants, parce que c'est très intéressant de voir leur parcours, et ça venait conforter un petit peu ma position et
les changements de vie que j'ai voulu opérer récemment. Donc moi, c'est un petit peu différent de François et Marc parce que c'est une activité que j'ai faite l'année dernière et que j'ai suspendue cette année pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Mais en fait, c'est en fin 2021, j'ai entamé une rupture conventionnelle avec mon employeur, un de mes premiers employeurs après les études, puisque donc en 2019, j'ai fini Centrale par la filière génie civil. Et donc, je n'ai pas du tout suivi le parcours. Je n'ai pas fait chef de chantier ni rien. Et comme tu disais, Marc, un petit peu, j'ai un petit peu subi ce choix, on va dire. Et donc, j'avais l'ambition d'œuvrer dans un secteur, en tout cas, qui se rapproche de mes valeurs et donc assez proche de l'environnement. Donc, après les études, j'ai tout de suite travaillé dans le secteur de l'économie circulaire, donc valorisation des déchets, réemploi, etc. Et donc, suite au Covid, en fait, après on va dire ces 2 années, j'ai profité de la période pour faire une rupture et donc me lancer dans un autre secteur pour lequel je n'avais pas forcément d'appétence à la base, ni de connaissances, à vrai dire, parce que j'ai été citadin depuis mon enfance. Et donc, j'ai profité de ce moment-là pour me lancer dans une formation à l'Institut de Genève et d'intégrer une couveuse d'entreprise pour lancer un projet agricole. Et j'ai fait la rencontre pendant cette année-là d'un ancien horticulteur qui était en région lilloise, hein, près de Douai. Et ça m'a permis, en fait, de discussion en discussion, justement de démarrer une activité, enfin tester une activité en tout cas, et donc de louer les terres de cet ancien horticulteur et d'exercer, donc à la fois de faire de la production de plants, donc comme on voit sur la photo du milieu, donc des plants de légumes, des plants d'aromatiques, et produire les légumes issus de ces plants, notamment. Donc, et vendre derrière, l'idée c'était de vendre en circuit court à des restaurants proches ou à des particuliers. Donc en fait, je dirais qu'à la fois c'était découvrir un secteur qui est en crise et qui fait sens, enfin en tout cas qui fait sens pour moi. J'avais envie de participer à un certain renouveau dans ce secteur-là. Et à la fois, c'était vraiment pouvoir être indépendant dans mon travail, pouvoir créer en quelque sorte une activité et tenir les rênes en fait, de mon quotidien et de mon activité. Ce qui m'a poussé, à franchir le pas, Marc, tu évoquais tout à l'heure cette notion un peu de ras-le-bol. Moi, je dirais que c'est un petit peu des deux. Il y a du ras-le-bol, effectivement, du ras-le-bol même sur une période courte, hein, au début de carrière, on a beaucoup d'attentes et sur cette période courte, j'en avais un petit peu marre d'être souvent derrière l'ordi, de ne pas avoir de valeur ajoutée pleinement par rapport à ma formation, en fait. Et en fait, c'est ce qui m'a conforté dans cette idée d'oser tout chambouler et changer de secteur. Je me suis dit qu'effectivement, le diplôme, de toute façon, resterait, que là, aujourd'hui, j'ai 27 ans, donc de toute façon, je peux encore rebondir. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, j'ai suspendu la chose et je suis retourné dans un bureau d'études en économie circulaire. Donc, en l'espace de 3 ans, ça a fort bougé pour moi. Et donc, en fait, pour en revenir sur ces motivations-là, de toute façon, c'était avant tout, déjà, donc j'ai parlé de ce ras-le-bol, mais avant tout aussi des valeurs personnelles liées à l'environnement. J'avais envie d'avoir un métier qui puisse contribuer à améliorer notre environnement de vie et puis améliorer les conditions de vie de tout à chacun. Et ça a été en fait, surtout pour moi, une affaire d'opportunisme. En fait, ce sont des rencontres
surtout donc, la rencontre de cet ancien horticulteur, la rencontre d'autres agriculteurs que je n'avais pas dans mon entourage avant. Et petit à petit, en fait, j'ai pu appliquer des méthodes qu'on a vues en ingénierie, des méthodes de gestion de projet, du prévisionnel financier sur un projet, en fait, mais appliqué à un travail quotidien. Et donc, à la fois, j'avais mon espace bureau, j'avais l'ordinateur, et à la fois, j'avais, c'est vrai, la majeure partie du temps dans les serres et dans les champs pour produire. Et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis d'appréhender autrement le travail, et donc de comprendre vraiment ma capacité de travail par la main, et autrement que par le numérique, ou par le service, si je puis dire, par le tertiaire. Donc, ça a été que du bénéfice. Et aujourd'hui, l'idée, aujourd'hui, étant donné que le projet est suspendu, c'est plutôt trouver en fait une alternative à ce projet-là qui puisse être comment dire, pérenne, et donc tenir à la fois sur le point de vue professionnel, donc que je puisse dégager notamment du revenu, parce que ce n'était pas chose facile, même si ça a bien fonctionné, et à la fois tenir sur le plan personnel, donc d'un point de vue rythme de travail, d'un point de vue vie de famille aussi à construire. Donc voilà pour tout ce qui est motivation et vision associée à mon projet. Pour tout ce qui est en termes de compétences, le diplôme d'ingénieur, en tout cas la formation itémienne et centralienne m'ont servi, parce que ça apporte justement de la flexibilité, de l'adaptabilité en fait à tout secteur. Et c'est vrai que, comme je l'ai déjà dit, le maraîchage, ça m'était totalement étranger avant cette expérience. Et c'était quelque chose d'assez assez fascinant, dans le sens où c'est vraiment travailler avec le vivant, et donc il y a une certaine forme d'ingénierie derrière tout ça, une certaine forme de... Il y a beaucoup de science, et donc j'ai trouvé ça assez passionnant. Et derrière, il y avait aussi l'aspect donc valorisation des produits, vente en circuit court, donc développer des débouchés commerciaux, c'est aussi quelque chose qu'on apprend pas mal. Donc j'ai pu transcrire beaucoup de choses apprises, et vraiment évoluer dans un secteur d'activité très, très concret. Et ça, aujourd'hui, même si j'en suis revenu, je le regrette pas du tout. Voilà, que vous dire d'autre? Je peut-être vous laisser place aux questions pour développer un petit peu plus, mais voilà. Merci Pierre. Alors, qui a des questions? Quelle sera la première question? Ouais, je savais que Marc en avait plein, il me l'a dit avant. Vas-y, faut que tu ouvres ton micro, tu es en mute, je crois. Tout à fait, j'étais en mute, pardon. Ouais, non, moi je suis vraiment admiratif de la démarche. En fait, la question que je me posais, c'était qu'est-ce qui... Enfin, déjà, sans nécessairement rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que le fait que tu es suspendu, est-ce que c'est quelque chose que tu aies dû suspendre, est-ce que c'est quelque chose dont tu as tiré des leçons, et est-ce que tu pourrais les partager avec nous? Et deuxièmement, est-ce que tu te vois retourner vers ce type d'activité vraiment de production à terme, tout de suite? Enfin, voilà, quelle est ta vision pour la suite? Alors, donc, la suspension de l'activité, elle était presque inévitable, on va dire, pour plusieurs choses. Donc, il y a eu c'était de mon plein gré, mais aussi du fait que l'agriculteur avec qui j'ai travaillé était en situation délicate. C'est-à-dire qu'il était en liquidation judiciaire, quand il a accepté de me louer ses terres. Et donc, actuellement, il y a une procédure en cours pour vendre son exploitation. Et donc, ce sont des prix que je ne peux pas mettre sur la table, en tout cas pour m'installer de toute façon. Mais au-delà de cet aspect-là, je n'ai pas souhaité poursuivre parce que déjà, j'ai eu du mal à, comment dire,
on parlait tout à l'heure de ressources financières. C'est vrai que même si j'ai bien fonctionné pour une première année, j'ai réussi à me verser l'équivalent d'un petit SMIC, on va dire. Je ne voyais pas de futur proche, en tout cas, de possibilités d'investissement du fait de mon capital et voilà, j'ai pas, comment dire, j'arrivais pas à projeter quoi que ce soit, ni même une installation financièrement en tout cas, et avoir un modèle rentable avant 10-15 ans, quoi. Donc c'était, j'avais besoin d'être sûr de mon coût, qui plus est sur le point personnel aussi, c'est que j'ai été surpris même si on le sait, hein, mais j'ai été surpris de la quantité de travail dans ce secteur, et j'ai passé de peut-être mars à octobre, enfin mars à septembre, presque tous mes jours, toutes mes journées sur l'exploitation, et c'était assez difficile à tenir en termes de projet. Seul avec comment dire, avec ce monsieur-là, donc cet ancien horticulteur, qui était heureusement là pour m'accompagner. Mais c'était effectivement, j'avais la charge, la responsabilité financière du projet et la production et la vente en parallèle, donc c'était beaucoup de boulot. Et donc, toutes ces raisons m'ont amené en fait, à mettre une pause à ce projet-là et essayer de gagner en maturité peut-être, et aussi en finance, et puis en projet de vie, en fait. Pour le moment, je vois ça plutôt comme un test. Et donc, par rapport à ta deuxième question, c'est lié, c'est-à-dire que ça m'a permis, j'ai osé franchir le pas, et pour autant, je ne me suis pas mis de pression d'absolument devoir continuer sur cette voie. Je me suis donné la liberté de, si jamais ça ne marchait pas, pouvoir revenir sur un ancien boulot, un ancien job sur lequel j'étais plus familier. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, d'ailleurs, depuis le début de l'année. Donc, j'espère en fait que cette expérience-là va me donner davantage d'idées, davantage comment dire, davantage de clés pour plus tard peut-être effectivement pouvoir m'installer. Et ça, je l'inclus plutôt dans un projet global de vie, en fait. Pourquoi pas racheter une ferme un jour et pouvoir produire sur place, plutôt que de travailler aujourd'hui. Si demain on devait m'embaucher en tant que responsable de culture ou chef de culture, je ne suis pas sûr que ce soit ça me plairait, quoi. C'est peut-être un projet plus personnel, en fait. Voilà. Pierre, je fais un lien, et Laurence l'a peut-être fait aussi, avec une intervention que nous avons eue lors du précédent TAP sur l'entrepreneuriat, avec le témoignage d'Anouk Masson, qui est IG2I 2021, qui elle aussi a eu une expérience d'entrepreneur, pas exactement dans ton domaine, mais qui a échoué pour des raisons qu'elle nous avait expliquées, et qui envisage derrière de rebondir. Et en parallèle, Anouk nous expliquait qu'elle accompagne maintenant sa sœur qui a un projet du même type que le tien, et en particulier par rapport à tout le montage financier, managérial, etc. Il y a des choses intéressantes. On te filera le lien et je te recommande le contact avec elle. Je pense que avec plaisir. Vous pouvez vous enrichir tous les deux. Avec plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Ouais, moi j'ai une question. Je voudrais savoir comment tu es passé de ton idée à vraiment un projet concret, à qui tu as fait appel, comment tu t'en es sorti. Voilà. Alors, ça a été, comme je te disais, un petit peu d'opportunisme aussi, donc des rencontres. Et à la fois, j'avais déjà en tête ce constat que moi, vivant sur l'île, etc., on n'avait pas une offre de légumes. Enfin, moi qui aime bien manger des légumes, je n'avais pas cette offre-là à portée de main. J'avais aussi ce sentiment qu'ont beaucoup de citadins, j'imagine, de travailler avec la nature et d'avoir d'évoluer dans des milieux avec des plantes de qualité, pouvoir se faire, faire du bien à son corps, faire du bien à son environnement. Ça, c'était des choses que je voulais appliquer d'un point de vue personnel. Et en fait, c'est petit à petit, en acceptant
franchir le pas par une formation. J'ai pu rencontrer des agriculteurs en cherchant sur des réseaux où il y avait des exploitations à la location. J'ai fait plusieurs rencontres, et notamment celle de cet ancien horticulteur. Et puis après, ça va très vite dans ce milieu. C'est beaucoup entre guillemets, quand on se serre la main et on donne son accord, ça va très vite, quoi. C'est comme si c'était fait. Donc, après, je me suis un peu engagé, et c'est vrai que ça m'a stressé. Je suis passé de décembre 2021 à un emploi salarié à février 2022, où j'étais déjà en train de planter les graines que j'avais commandées en décembre également. Donc, en fait, tout s'est vraiment accéléré, mais j'ai fait confiance, et puis j'ai été très, très vite accompagné par à la fois des structures, donc la couveuse d'entreprise agricole qui s'appelle À Petits Pas, et aussi par l'ancien horticulteur et puis d'autres agriculteurs qui ont pu me donner leur retour d'expérience, et surtout sortir parfois des conceptions, des illusions qu'on peut se faire quand on n'est pas du milieu. Voilà, donc surtout en termes de production, en termes de vente, essayer d'avoir un prévisionnel qui ne soit pas biaisé, quoi. Ok, super. Merci beaucoup. Et puis juste, en plus, est-ce que ça va pas être trop compliqué après de re-rentrer dans le monde de l'entreprise et pour toi d'un point de vue perso et pour l'entreprise de t'embaucher Alors, ça a été... alors, j'ai passé plusieurs entretiens. Donc, pour le retour d'un point de vue professionnel, c'était assez valorisant comme expérience, notamment parce que dans le secteur d'activité que je recherche, l'économie circulaire ou plus globalement les métiers de l'environnement, associer une activité terrain, une activité d'entrepreneuriat d'un an, ça faisait sens. Donc, je l'ai amené un petit peu comme je l'ai amené à vous aujourd'hui, hein. C'est expliquer la démarche et puis voir en quoi ça s'intègre dans un parcours plus global. Et d'un point de vue personnel, ça a été, c'est vrai, un petit peu de soulagement aussi, parce que je me suis, sur une année, assez vite épuisé. Et donc, c'est ce qui fait, je le disais à Marc aussi, c'est ce qui fait que cette pause est aussi un bien pour pouvoir repenser le projet, et puis peut-être à l'avenir se remettre dans les serres et dans les champs. Ok, merci beaucoup. Autre question? Pas d'autres questions? Moi, Je pourrais juste... j'ai une question. Pardon. Ouais. Vas-y, Solène. Non, c'est un peu la question, je ne sais plus qui l'a posée à François tout à l'heure, mais comment a réagi ton entourage? Parce que est-ce que tu avais déjà, la famille en tout cas, avait un pied dans ce milieu-là, ou est-ce que c'est venu, toi, ton idée, tu as dit, je vais partir là-dedans, et donc, comment tu as trouvé du soutien, on va dire? L'entourage a plutôt bien réagi, mais je n'avais pas de famille dans le milieu agricole. En fait, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'en 2020, en période de Covid, j'en avais profité pour faire mon potager moi-même, faire mes tomates, etc. Et je pense que ça aussi, il y a eu une préparation aussi de mon entourage à cet entrain que j'ai eu pour les légumes et pour la culture. Donc, ils l'ont plutôt bien accueilli. Là où c'était un petit peu difficile, c'est de dire comment en faire une activité rentable surtout. Et là, ça s'est assez bien goupillé, dans le sens où j'ai réussi assez vite à avoir de la production et à en vendre en direct, en fait, dans un quartier de Lille, le quartier Saint-Maurice-Pellevoisin, en fait, qui est un quartier où il y a beaucoup de résidences. Et donc là, il y avait j'ai réussi à me poster là, en fait, à avoir chaque mercredi un point de rendez-vous. Et donc, ça a fonctionné très vite, assez rapidement. Et donc, là, l'entourage était assez rassuré du fait que à la fois les légumes étaient bons, et à la fois il y avait
il y avait une clientèle potentiellement assez importante. Donc, ça a rassuré au bout de quelques mois, mais c'est vrai qu'au départ, c'était un peu l'inquiétude. Comme tout bouleversement, l'entourage s'inquiète un petit peu, quoi. Alors du coup, Marc, tu avais une question. C'était pas celle-ci. Ouais, alors, en fait, non, c'était pas une question, c'était juste je vais rebondir sur un truc qu'avait dit Pierre et qu'avait aussi dit Gwenaël plus tôt. Pardon? Non, vas-y, je crois que c'était juste. Non, ouais, ok. Un petit un blip. Ouais, non, c'était sur le fait que on a encore en tête ce modèle enfin, ce que disait Gwenaël, sur le modèle de la carrière linéaire versus le modèle un peu où on serpente par différentes expériences, etc. Et c'est aujourd'hui, et c'est un peu ce que dit Pierre là dans son retour à l'entreprise, c'est un truc qui est valorisé. Ça semblait bizarre. Moi, à mon retour d'Éthiopie, j'ai eu les deux. C'est-à-dire, j'ai eu des gens qui me regardaient un peu comme un extraterrestre. Il y a même un mec qui m'a dit je vous ai fait venir parce que je voulais discuter avec vous de vos expériences, mais j'ai aucune envie de vous recruter. C'est à quoi je lui ai dit ouais, bref, passons. Mais la raison pour laquelle j'ai été pris chez Cap finalement, c'est parce que le mec qui m'a embauché a dit moi, je veux avoir des gens qui ont des expériences différentes, qui ont des points de vue différents, qui ne sont pas juste tous faits dans le même moule et dans la même linéarité. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que, pour revenir sur ce que disait, je crois que c'était Inès, je vais me planter dans les prénoms, je suis désolé, mais se lancer, pas se lancer, enfin ouais, de toute manière, ce sera valorisable ultérieurement. Toute expérience, elle est aujourd'hui, on a le bol de vivre dans une société où la plupart des gens voient toute nouvelle expérience comme utile à condition d'en retirer des enseignements. Donc, je trouve ça vachement intéressant, le retour qu'a eu Pierre à une boîte, entre guillemets, normale, après son expérience. Tu peux peut-être compléter Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre, il ne vous le dit pas, mais il a très longtemps été DRH. Donc, avec ce regard de recruteur. Absolument. Alors, j'allais me garder ça pour la conclusion. Ah, pardon. Excuse-moi. Désolé. J'ai prévu le point de vue du DRH justement sur ce sujet. Donc, je laisse encore le temps d'une ou deux questions s'il y a encore, et je me propose de faire une petite conclusion. Moi, je voulais rebondir sur. Pour moi, ça fait un peu le lien avec quelque chose qu'a écrit François dans son petit message d'au revoir, qui est on n'a qu'une vie, autant en avoir plusieurs, quoi. C'est vraiment cette idée. C'est osons et on a les moyens et on a les outils avec le parcours qu'on a tous de ne pas rester malheureux dans une filière et quand on se sent pas bien, de rebondir, de chercher ailleurs. Et effectivement, ça peut faire des zigzags, ça peut faire des pointillés, ça peut faire plein de chemins différents. Mais en fait, c'est bon pour nous parce qu'on va de l'avant et qu'on ne reste pas dans quelque chose où on est malheureux. Et puis en plus, c'est vachement plus rigolo et ça se valorise. Mais on va parler ça dans la conclusion. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant la conclusion de Jean-Pierre? Il y a Solène, vas-y. Moi, j'ai fait une petite remarque. En fait, c'est quand le titre du TAP, parcours atypique. Et je me suis dit, en fait, est-ce que c'est vraiment des parcours atypiques? Est-ce que ce ne sont pas des gens qui sont alignés avec leurs valeurs et avec le sens qu'ils veulent donner à leur vie? Et donc, je me dis que peut-être que justement, ce parcours d'ingénieur qui ensuite va aller faire dans la grosse boîte ou bien, et maintenant, peut-être qu'effectivement, de se poser les questions, quelles sont mes valeurs, quel est le sens que je veux donner à ma vie, et donc avoir un parcours, même si j'ai fait des études d'ingénieur, avoir un parcours qui me correspond. Et donc, c'est pour ça que pour moi, le parcours atypique, j'aurais aimé faire un parcours atypique, mais que j'ai peut-être pas osé sauter le pas, en fait. Mais ce atypique, je pense que c'est pas quelqu'un qu'on met sur le côté du chemin, mais c'est quelqu'un qui est aligné avec ses valeurs, en tout cas. Bravo. Nous avions notre experte S-étymologie et Il y a aussi le fait que le parcours typique tel qu'on l'entend, il devient largement minoritaire. Hein. Enfin, oui, parce que tout à fait. Solène, t'es gentil avec ton. J'aurais voulu faire un parcours typique. Tu aurais des trucs à nous raconter aussi dans le genre. Hein. Et puis, oui. Non, mais voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, alors nous, peut-être que maraîcher, ONG et acteur, c'est un peu plus exotique. Mais à part ça, il n'existe plus. Enfin, il est rare. Il est minoritaire, je pense, le parcours typique tel qu'on l'entendait quand nous, on était à l'école, en tout cas. Oui, je pense qu'en réalité, aujourd'hui, il y a plus vraiment de mainstream qui soit extrêmement majoritaire.
Je ne suis pas sûre que ce soit visible de la part des étudiants parce que forcément, dans ce qui est renvoyé comme image par l'école, au niveau des entreprises qui interviennent à la rentrée, qui interviennent au forum, qui sont visibles dans les vacataires en cours, etc., etc., il y a quand même beaucoup de consanguinité. Mais la réalité, quand on regarde les parcours quand on regarde les parcours des alumni, y compris dès les premières promos, en réalité, il y a une variété de parcours qui est absolument géniale. Et donc, il faut surtout se donner, oser tout ça, quoi. Mmh. Allez, on passe à la conclusion, parce que c'est pas tout ça, mais on a faim aussi. Hop, Avec quelques petits mots de de conclusion. conclusion, c'est parti. Un premier point personnel, dans les parcours plus typiques, par exemple, moi qui ai eu un parcours dans l'industrie, j'ai exercé différents métiers très, très différents. Et c'est extrêmement riche. Donc même dans ces parcours plus classiques, il y a aussi des changements de métier, etc., qui sont possibles. Bon, moi, je voulais remercier les différents participants, y compris ceux qui ont posé des questions sur ce partage qui m'a paru très, très riche. Je pense qu'en termes de contenu, là, il y a eu un certain nombre de choses très, très fortes et merci à vous de vous être livrés à titre personnel. Moi, j'ai noté un point commun sur les 3 interventions, c'est que même si les 3 n'ont pas forcément exercé le métier classique d'ingénieur, tous ont insisté sur le fait que la formation d'ingénieur a servi. Donc, ça élargit quand même beaucoup le champ d'utilisation de la formation d'ingénieur, et y compris des classes préparatoires, comme c'était cité par 2 des intervenants. Je note aussi que dans ces parcours non linéaires, il peut y avoir plusieurs changements successifs, y compris entre guillemets, je vais mal le dire, mais des retours à des fonctions peut-être plus classiques d'ingénieur, comme c'est le cas pour 2 des 3 intervenants. Laurence m'a lancé sur un point que j'allais évoquer. L'ancien DRH que je suis est très sensible également à la diversité des expériences. Et je suis de ceux qui sont convaincus, et c'est de plus en plus vrai dans l'industrie et dans d'autres domaines de l'économie, il est important d'avoir aussi des gens qui ont fait autre chose, qui sont allés voir dans un autre domaine, qui ne sont pas restés dans leur branche professionnelle, pour challenger les organisations qui sont beaucoup plus stables, pour amener des points de vue différents, pour amener de la diversité, de la complémentarité dans les organisations. C'est pour ça que autant la formation d'ingénieur sert dans ces parcours atypiques, autant en retour, les formations artistiques, les formations de responsabilité autres, ONG, et j'ai dit la même chose pour les associations d'étudiants, tout ça amène des compétences complémentaires qui sont fort utiles. Et puis enfin, le terme oser a été cité à plusieurs reprises, et je le reprends finalement. À certains moments, il faut oser de manière provoquée ou de manière plus subie, mais quelque part, c'est oser assurer le changement. Voilà les quelques mots de conclusion que je voulais donner, en remerciant encore une fois les uns et les autres. Je l'ai dit en introduction, on termine le cycle de TAP pour cette année. La qualité des différentes interventions nous donne envie de poursuivre. On va travailler dès jeudi. On a un rendez-vous jeudi soir avec un certain nombre d'étudiants pour réfléchir en particulier aux prochaines étapes et aux prochains thèmes qui pourraient être abordés. Bon, il y a encore un sujet sur lequel on a des progrès à faire, c'est de la participation à cette app. Alors, ceux qui participent, ils participent de manière très active, et on l'a vu encore aujourd'hui. On a quand même un peu de mal à rameuter des troupes, et c'est dommage par rapport à la qualité des interventions. Mais là, on a encore ça devant nous, on va finir par y arriver. Voilà, qu'est-ce que tu as mis d'autre? J'ai mis Oui. que
évidemment, justement, donc les TAP reprendront, on va voir sous quelle forme à partir de septembre. Et donc d'ici là, on va se poser les questions que tu évoquais. Et notamment pour ceux qui sont là ou ou les autres à qui vous allez en parler, etc. N'hésitez pas à nous faire remonter les sujets qui vous intéresseraient à traiter lors de prochains. Donc TAP, ça veut dire témoignages d'alumni sur leur parcours professionnel. Ça nous permet de le dire en plus court. Donc n'hésitez pas à nous faire passer l'info à nous directement, au BDE, au BDI, aux assos de votre école, via Gaëlle Cornard, qui est la permanente de l'association, sur les sujets qui vous intéresseraient d'évoquer dans de futures TAP, sur les créneaux, peut-être que c'est le mardi à 19h qui n'est pas le bon créneau, enfin, sur toute suggestion pour qu'il y ait encore plus de gens qui profitent de ces très belles interventions. Et on remercie encore ce soir nos 3 intervenants qui étaient passionnants. Merci beaucoup, messieurs, c'était vraiment canon. Voilà. Moi, j'ai plus rien à dire, Jean-Pierre. Moi, j'aurais juste dire merci à Laurence et à Jean-Pierre, parce que je sais pas, j'espère que les participants ont trouvé des trucs intéressants. Moi, je me suis bien marré. Voilà. Merci beaucoup. Super. Merci Voilà, beaucoup, ouais, c'était super. et n'hésitez pas non plus de manière plus générale à rejoindre notre belle association là qui se bouge comme vous le voyez. Voilà. Et donc pour tous vos potes qui ont raté cette belle soirée, il y aura un replay, le temps de le charger, de le déposer sur un drive. Bref, dans quelques jours, vous aurez le lien pour le partager. Voilà. Merci à tous. On vous remercie. On vous dit bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Ciao.